Il y a 3500 ans, sur les rives de la mer Égée, naissait une nouvelle civilisation. Une civilisation qui, plus que tout autre, a fondé les bases de notre société. Lorsque l'on pense aux anciens Grecs, on pense à la démocratie, au théâtre, à la musique, aux mathématiques. Mais ce qui me frappe le plus, c'est leur ingéniosité. Je vous invite à redécouvrir la technologie des Grecs de l'Antiquité. Le maître artisan Marty Jobson tentera de reconstituer le tout premier robot. Quel monstre! Nous testerons un rayon de la mort vieux de 2000 ans, ainsi que d'autres armes meurtrières. Et notre grande reporter, Hermione Coburn, nous fera visiter les hauts lieux historiques de la Grèce antique. L'une de ces failles passe directement sous le temple d'Apollon. À son apogée au 5e siècle avant Jésus-Christ, le monde de la Grèce antique était constitué d'une centaine de cités-États éparpillées autour de la Méditerranée. Comme le disait Platon, « Comme des grenouilles autour d'une mare, nous les Grecs, nous sommes installés sur les rivages de la mer. » Et là où ils s'établissaient, ils bâtissaient des temples et des villes et accomplissaient des prodiges d'ingénierie. Hermione est partie à la recherche d'une de leurs plus extraordinaires réalisations. Ma quête me conduit de l'autre côté de la mer Égée, dans l'île de Samos, au large des côtes de Turquie. En 530 avant notre ère, cette petite île isolée était une place forte grecque faisant face à l'Empire perse sur le continent. Voyez comme elle est proche de sa voisine, la Turquie actuelle. La population de Samos craignait qu'en cas d'invasion par les Perses, elle ne soit coupée de ses réserves d'eau et obligée de se rendre ou de mourir de soif. En effet, la source approvisionnant la ville était hors les murs et exposée aux attaques. Les habitants décidèrent donc de construire un aqueduc pour amener l'eau en ville, tout comme aujourd'hui. Mais il y avait un gros obstacle, une montagne. Le mont Castro, 240 mètres de haut sur 1000 mètres de long. L'alternative était simple, déplacer la ville ou creuser une galerie sous la montagne. Ils choisirent la deuxième solution. Voici l'entrée du tunnel d'Eupalinos, du nom de l'ingénieur qui le construisit. C'est l'un des plus grands exploits techniques de l'Antiquité. Son étroitesse ne permettait qu'à 2 hommes d'y travailler en même temps. Et à une époque où les engins de terrassement n'existaient pas, tout était fait à la main. C'était un travail très dangereux car cette partie du tunnel traverse une zone de roc plus fragile. On voit que tout a été étayé. Étant donné la démesure de l'entreprise, il n'est pas étonnant qu'il n'ait pas avancé très vite. On estime qu'il progressait de 12 à 15 cm par jour, à peu près ça, c'est-à-dire à peine 50 mètres par an. Et vu leur situation, c'était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre. Pour avoir la moindre chance de résister aux Perses, les habitants de Samos devaient achever le tunnel le plus vite possible. Ils ne pouvaient rien faire de ce côté-ci. Utiliser plus d'ouvriers n'aurait fait qu'élargir la galerie sans les faire avancer plus vite. Heureusement, Eupalinos avait l'esprit pratique. Il décida de creuser un autre tunnel de l'autre côté de la montagne. Et il eut un éclair de génie. Voici l'endroit où les 2 galeries se rejoignent sous la montagne. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'Eupalinos savait qu'elles se rencontreraient là, alors qu'il ne disposait pas de notre technologie moderne, comme les lasers, pour le guider. Comment Eupalinos a-t-il fait? La montagne est énorme et le tunnel très étroit. Il y avait toutes les chances pour que les 2 équipes ratent la cible. Nous avons décidé de mener l'enquête et je vous présente mon propre mont Castro, une énorme montagne.
Comme nous n'avons pas trouvé d'anciens ouvriers grecs, nous avons pris des étudiants en histoire antique. Voici Marty avec l'équipe des filles. Et de l'autre côté, Tracy et l'équipe des garçons. Malheureusement, la montagne est trop haute pour qu'ils puissent se voir et ils ne savent pas dans quelle direction creuser. Nous allons devoir trouver une solution. Les filles, enfoncez votre tuyau ici. On a fait un trou dans la montagne. Continuez à creuser. Vous les avez entendus hurler de ce côté, avancez dans cette direction. Quant à vous, commencez à creuser vers les filles à partir de ce trou et voyez si vous les rencontrez au milieu. Il s'agit de savoir s'ils peuvent y arriver par pur hasard ou jugé. Au départ, ils ont toutes les chances de se manquer. Vont-ils se rencontrer? Il y a une porte dans notre montagne, je vais le savoir, regardez. Ah, c'est sans espoir. Ils peuvent creuser pendant des siècles, ils ne se rejoindront jamais. C'est bon, enlevez les tuyaux. Ce qu'il leur faut, c'est de la géométrie. Le plus important était de mesurer les angles droits avec précision, ce qu'ils faisaient avec ce genre d'équipement. Un poteau qu'ils plantaient dans le sol plutôt que sur une base, avec une croix au sommet, à 4 bras de bois, d'où pendent une corde et un poids. Il faut d'abord qu'elles cessent de se balancer. Puis, on les aligne. Vous avez la première ligne servant à calculer l'angle, et on sait que ceci est la perpendiculaire. On aligne ensuite les 2 autres cordes, et on obtient un angle droit parfait entre ici et ici, simplement parce que les bras sont de la même longueur. Bien. À partir de la première entrée, je vais faire le tour de la montagne en marquant des angles droits jusqu'à la deuxième entrée. Les filles, donnez-moi votre tuyau. Je vais l'insérer dans la bouche du tunnel que vous avez commencé à creuser. Marty a mesuré cet angle. L'hypoténuse du triangle est posée contre le tuyau, suivant la ligne du tunnel, et ce côté s'appuie ici. C'est l'angle entre la ligne du tunnel et ma première ligne de forage. Je n'ai plus qu'à mesurer l'angle A, là où le tunnel pénètre dans la montagne. Puis de m'assurer que l'angle B, à l'entrée opposée, est le même que A. Et avec un peu de chance, les tunnels devraient se rejoindre au milieu. Nous mesurons cet angle-là. Enfonce-le bien pour que l'angle reste dans le bon axe. Essaie de garder ton tuyau à l'horizontale, ça n'est pas facile. Tiens-le, tiens-le. Ne bougez pas, je vais mesurer l'autre côté. Maintenant, allez-y. En touchant votre piquet de chaque côté. Quelles sont nos chances de nous rencontrer au milieu? Plus vite, ça se rapproche. On est tout près. Formidable. C'est presque parfait, on pourrait même y faire passer de l'eau sans raccorder les tuyaux. C'est fantastique. Bravo les garçons, bravo les filles. Je vais pouvoir boire un verre. Et enfin, l'eau traverse le mont Castro. Comment ça se passe au milieu? Il y a une petite fuite, mais rien de grave. Y a-t-il de l'eau à l'autre bout? Pas encore. Pas encore, on a la langue pendante, on meurt de soif, de l'eau. Ça y est, l'eau coule, formidable. Et c'est ainsi que les habitants de Samos burent l'eau délicieuse de la source de la montagne. L'un des Grecs les plus célèbres de tous les temps est né à Samos, qui a beaucoup profité de sa renommée, un certain Pythagore. On se souvient de lui pour son théorème. Dans tout triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Pythagore était un grand mélomane. Il est probablement l'inventeur de la gamme musicale moderne. Il a également créé le concept de l'harmonie des sphères, selon lequel les espaces entre les planètes correspondent à peu près aux intervalles entre les notes de la gamme. Comment cet amour de la musique lui est-il venu? D'après la légende, un jour où il passait devant la porte du forgeron, il entendit le tintement des marteaux sur les enclumes. Il remarqua que différentes notes étaient émises. Il pensa que c'était parce que certains forgerons étaient plus forts ou plus gros. Mais après avoir étudié la question, il comprit que c'était dû à la taille des enclumes. Il procéda à toutes sortes d'expériences, en particulier avec des cordes tendues. Et je ne dis pas qu'il avait une guitare, mais j'ai apporté la mienne, c'est plus facile. Imaginez que je pince la dernière corde,
puis que je la réduise de moitié en barrant ici. J'obtiens une note plus aiguë. En fait, elles sonnent toutes un peu de la même façon, alors qu'elles sont différentes. C'est parce que la fréquence de la note la plus aiguë est 2 fois plus grande. Nous disons qu'elle est l'octave de la note la plus grave. C'est en faisant ces expériences que Pythagore a établi l'échelle musicale. Et ça a été un progrès majeur dans l'histoire de la science parce qu'il a été le premier à tenter d'appliquer les mathématiques à la nature. Croyez-le ou non, les Grecs furent les premiers à utiliser de l'air comprimé. Une invention qui a des centaines d'applications aujourd'hui, surtout quand on aime la plongée, comme moi. On dit que c'est l'amour des Grecs pour la musique qui a encouragé son développement. Au IIIe siècle avant notre ère, un jeune homme nommé Ctésibios travaillait avec son père, barbier à Alexandrie. Le père avait l'habitude de tenir un miroir très lourd derrière ses clients pour qu'ils voient leur belle coupe de cheveux. Ctésibios eut l'idée géniale du contrepoids. Il attacha une corde au miroir, la fit passer dans une poulie au plafond et y accrocha un poids. Mais en se balançant, celui-ci heurtait la tête des clients, c'était un gros problème. Il le cacha donc dans un tube. Il découvrit que lorsqu'il faisait tomber le poids dans le tube, cela faisait un drôle de bruit. Un peu comme ça. Et c'est ce qui lui aurait donné l'idée d'inventer l'orgue. Tracy, vous croyez que c'est vraisemblable? Pourquoi pas? C'était un jeune homme brillant. Il a créé toutes sortes d'appareils, dont l'orgue, qui est probablement l'une de ses premières inventions. Un assemblage de tuyaux de différentes longueurs, produisant des notes différentes, ce qui permet de créer de nombreux sons. Il suffit donc de souffler dans ces tuyaux. Oui, mais c'est plus pratique avec un débit d'air constant. Si vous me fournissez l'air, je ne suis pas un grand musicien, j'essaye une chanson. 1, 2, 3. Désolé, je n'en peux plus. Vous craquez. Je n'ai plus de souffle. Le problème, c'est le débit d'air constant. Il l'a trouvé? Bien sûr, il a inventé un dispositif. Et j'ai demandé à Marty de le reproduire. Allons voir comment il s'en sort. Marty, tu peux nous fournir un débit d'air constant? Je crois. Comment? J'ai construit un appareil à 3 compartiments. Tous sont remplis d'eau aux 2 tiers. Elle arrive à ce niveau. Le point essentiel, c'est que le compartiment central a un couvercle sur lequel il y a un petit trou. Si on enfonce le tuyau dans ce trou fermement, le compartiment prend la place des poumons de Tracy. C'est la réserve d'air. On n'a plus besoin de Tracy. Je pompe l'air qui entre dans la chambre centrale. Il est pompé au pied, on le voit pénétrer absolument partout. Au fur et à mesure que je pompe, le volume d'air augmente. Il pousse l'eau vers le bas et par les trous au fond, la fait remonter sur les côtés. Ah, d'accord. Cela signifie bien sûr que nous avons une différence de niveau d'eau ici. C'est cet excédent d'eau qui exerce une poussée vers le bas ici et le haut ici qui comprime l'air. Ctésibios avait donc inventé le compresseur d'air dans lequel le poids de l'eau met l'air sous pression, d'où le nom orgao. Tu devrais pouvoir jouer. Vas-y, pompe. Alors, il était brillant, Ctésibios. C'est l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'Antiquité. Il a créé plein de choses. Par exemple? Par exemple, la pompe foulante qui ressemble beaucoup à la machine de Marty avec un cylindre et un piston. C'est ce qui faisait fonctionner les pompes à incendie? Effectivement, comme les pompes à incendie romaines. Ça y est, formidable. Nous avons une réserve d'air comprimé. Oui, plein d'air. Tu vas pouvoir jouer. À pomper par là. Une orgao. En effet. Je peux jouer? Vas-y. L'orgao de Ctésibios est aussi le premier instrument à clavier du monde. C'est délicat, hein? Très délicat. Superbe. C'était l'hydraule, avec la permission du génial Ctésibios. Saluons sa mémoire. À l'époque de Ctésibios, les cités-États grecs s'étendaient de l'Égypte à l'est à Syracuse à l'ouest. Pour renforcer leur identité commune, les gens se rassemblaient lors d'événements comme les Jeux Olympiques, qui attiraient athlètes et supporters de tout le monde hellénique.
Les Grecs furent les premiers à reconnaître l'importance de l'exercice physique. Le sport était très estimé. Mais pas pour ses bienfaits esthétiques, c'était une stratégie militaire. Les premiers Jeux olympiques eurent lieu en 776 avant l'ère chrétienne. Ils couronnaient des hommes au sommet de leur forme, dans des stades grandioses comme celui de Némée, où me rejoignent 12 jeunes athlètes que j'ai rencontrés au déjeuner et qui vont participer à une expérience. Les Grecs avaient l'obsession de la justice. Les principes démocratiques gouvernaient tous les aspects de leur vie, sans excepter le sport. Mais respecter la justice lors des Jeux est plus facile à dire qu'à faire. Comment être sûr que le meilleur gagne? Voici un instrument très ingénieux. Ça s'appelle un isplex. Et c'est basé sur la même technologie que la catapulte. Ça assure un juste départ des courses. Ça fonctionne grâce à la technique de la torsion, qui fait tomber ses cordes. Si on essaye de tricher, on part dans les airs. Mettez-vous en ligne, nous allons voir comment marche le isplex. Un pied devant, un pied derrière. Ce sont les starting blocks de l'Antiquité. Rentrez les orteils. Recroquevillez-les sous la pierre. Merci, bien. À vos marques. Vous voulez donner le départ? Au nom de la précision historique, je voudrais qu'il recommence. Super. Vous pouvez enlever vos vêtements? Enlevez ça. D'après la légende, durant une course, un athlète trébucha sur sa jupe et se tua en tombant. Après quoi, les concurrents participèrent complètement nus. Allez, enlevez tout! Je le fais si vous le faites. Bon, on s'arrête là. La Grèce antique était un monde souvent violent. Qu'arrivait-il à un athlète ou à un soldat qui se cassait une jambe? Réponse, le banc d'Hippocrate. La vie de soldat était rude, il fallait porter des armes et une lourde cuirasse, plus toutes sortes de choses. Les femmes de Sparte disaient à leur mari, « Reviens avec ton bouclier ou dessus », car il servait de civière. Les soldats se divisaient entre ceux qui étaient en bonne santé et les morts. Je me suis cassé la jambe, je fais partie des Vénards, et nous avons un fabuleux... Marty, tu es sûr que... Marty a construit un truc qui ressemble à un chevalet de torture médiéval. Heureusement pour moi, notre spécialiste, Tracy Hill, lui a rappelé qu'il était censé faire une réplique de l'un des appareils médicaux les plus sophistiqués du monde antique. J'ai l'impression d'être sur un chevalet de torture. C'est donc supposé être un banc d'Hippocrate, du nom de son créateur, un médecin de génie, le père de la médecine. Il était tenu en si haute estime qu'une immense collection de livres lui est attribuée, bien qu'il n'en ait écrit que quelques-uns. En fait, bon nombre ont été rédigés après sa mort, mais c'est une anthologie de toute la médecine connue à l'époque des anciens Grecs. Encore aujourd'hui, les médecins doivent prêter ce qu'ils appellent le serment d'Hippocrate. Ils promettent d'œuvrer pour le bien du patient, d'être honnête et discret et surtout de ne pas nuire. À ce propos, où en es-tu, Marty? C'est presque prêt. Assieds-toi. Tracy, on passe ça en haut de la cuisse? Oui, la cuisse doit être sanglée pour que la tension ne soit appliquée que sur la jambe brisée. C'est cette partie qu'on veut étirer. Inutile de torturer Adam. Il faut tendre ça. Je me penche en avant. Penche-toi un peu pour sentir la tension. Je comprends, ça ne tire que sur la jambe. On n'étire que la partie qui doit être soignée. En fait, les os fracturés se... Lorsqu'un os se brise, les muscles sont tellement forts que les deux segments se chevauchent. Et on se retrouve avec une jambe plus courte que l'autre s'il se soude dans cette position. On tournerait en rond. C'est vrai. L'idée de cet appareil, c'est qu'il est assez puissant pour tirer sur la jambe jusqu'à ce que les os soient réalignés, ce qui permet alors de la mettre en traction pour qu'elle reste dans la bonne position. Et les tiges? On place les tiges.
Bouge cette jambe pour que je puisse la rentrer. Je commence à comprendre. Ensuite, je dois mettre celle-ci de ce côté. Elles sont de la bonne longueur? On les a mesurées avant de les couper. Un disciple d'Hippocrate en aurait eu plusieurs jeux pour ajuster la tension en fonction du confort. C'est tellement tendu que ça plie. C'est formidable, ainsi la jambe est en tension constante. Pour que les os restent dans la bonne position. Sans aucun doute, c'est mieux qu'un plâtre, car la jambe est maintenue en traction. Et bien sûr, s'il y a une plaie ouverte, on peut la soigner. La pensée. En effet, et les draps ne sont pas en contact avec elle. Et l'avantage, c'est qu'on peut se gratter. Ça n'est pas un drame si ça démange. Bien. Marty, tu pourrais me libérer? Je pense que je peux clopiner maintenant. Merci beaucoup. Les Grecs avaient de la chance d'avoir un Hippocrate pour les soigner, car ils étaient constamment en guerre, surtout contre les Romains et leur nouvel empire en plein essor. Heureusement, la Grèce comptait d'autres inventeurs de génie qui lui permirent de riposter grâce à tout un choix d'armes dévastatrices. Nous sommes en 213 avant notre ère. Syracuse, en Sicile, est un point critique pour la Grèce en difficulté. L'Empire romain s'étend et la ville est son prochain objectif. Les Grecs avaient fondé de nombreuses cités autour de la Méditerranée. Et alors que Rome entamait son expansion, Syracuse était en plein sur sa trajectoire. Malheureusement pour eux, la ville abritait un génie, Archimède. Il en fit renforcer les murs par des dispositifs militaires si extraordinaires que la machine de guerre romaine fut stoppée net. L'un d'eux était la pince, une sorte de grue qui, passant au-dessus des murailles, saisissait les navires ennemis et les fracassait contre les rochers. Archimède était le plus grand mathématicien de l'Antiquité et probablement le plus grand génie mathématique jusqu'à Isaac Newton. On compte parmi ses inventions la fameuse vis d'Archimède, des horloges hydrauliques, des poulies, des treuils et bien d'autres. Lorsque la flotte romaine approcha de Syracuse, la légende dit qu'Archimède mit le feu aux galères ennemies grâce à une nouvelle invention. Comment a-t-il fait? Dans une école locale, une statue de lui nous donne une indication sur cette innovation destructrice. Il est possible que ce large disque ait été un bouclier de bronze soigneusement poli afin d'exploiter la puissance solaire. Le miroir de ma salle de bain fera office de bouclier de bronze antique. En captant le reflet du soleil sur leur bouclier, les soldats grecs pouvaient le renvoyer sur les bateaux. Un peu comme ça. Que ressentaient les envahisseurs romains qui faisaient les frais de cette nouvelle arme? Si les soldats grecs formaient une ligne le long des remparts du port, leurs boucliers de bronze réfléchissant le soleil devaient agir comme des miroirs concentrant l'énergie solaire sur les navires romains. Il y avait de quoi éblouir complètement l'ennemi et par conséquent l'empêcher de voir où il allait. Que pouvaient faire les malheureux Romains contre des centaines de boucliers déchaînant sur eux toute la puissance du soleil méditerranéen? Qu'est-ce que tu as là, Marty? J'ai quelques miroirs. 124 pour être exact. 124 miroirs hexagonaux d'acier poli. Chacun est fixé au centre et orientable individuellement. Derrière, ils ont 4 vis chacun pour les diriger. Tu peux les tourner? Et je peux les tourner individuellement et viser... Un bateau. Oui. Justement, j'ai un bateau romain. Voyons ce que ça donne. Tu vas pouvoir y mettre le feu? On va essayer. Pose-le sur le poteau. Attends une seconde, ne tire pas. Voilà. Vas-y. C'est parti. Oh, ça brille. C'est aveuglant. Je suis obligé de regarder derrière et on voit déjà de la fumée apparaître. La peinture commence à cloquer. Oui. Et voilà. Ça devait être terrible. Impossible d'attaquer avec cette explosion de lumière incandescente dans les yeux. Si j'avais été un marin romain, je n'aurais pas trop apprécié être dans ce bateau. Marty, je dois admettre que bien qu'il n'y ait pas de flamme, tu as fait un trou dans le flanc de ce navire. Je vois parfaitement à travers, ce qui signifie qu'il est coulé. J'ai tout verrouillé, je viens jeter un coup d'œil. Ne t'approche pas trop. Tu vois, tout ce côté brûle. Il y a des flammes fantastiques.
Ça a coulé le bateau. Et voilà, c'est la preuve. Ouais. Avec seulement 124 miroirs. Imagine avec le soleil d'Italie du Sud. Ce serait bien plus rapide. Plus efficace. C'est spectaculaire. Le bûcher funéraire de la marine romaine. Et un triomphe pour Archimède. Absolument. Bravo Archie. Les contraintes de la guerre forçaient les Grecs à être inventifs. Ils étaient à la pointe de la technologie militaire. Leurs ingénieurs exploitaient avec discernement rochers, treuils et autres poulies. Ils établirent les principes de machines qui furent utilisées durant 1000 ans. En 400 avant Jésus-Christ, leur inventivité leur permit même d'améliorer l'arc. Voici David Sim, notre expert en armes anciennes. Et ceci est un gastraphétès ou arc ventral. David, montrez-moi. Ce coulisseau glisse vers l'avant. Jusqu'où? Jusqu'à ce que le crochet passe au-dessus de la corde. Comme ça. C'est ça. Poussez les deux pièces en cuivre vers l'avant. Celle-ci? Oui. Et tirez le levier de la détente vers la droite. Je vois, ça verrouille ça sur la corde. Oui. Pigé. Et ensuite? Pour charger, Ça, c'est le rempart du château. oui. On pousse contre le mur. On l'appuie contre le mur, on coince avec son ventre, on pousse comme ça. Je vois. Et c'est armé. C'est très astucieux. On le pose sur le créneau. On le pose, comme ça, on prend une flèche. Ce sont des flèches ordinaires? Oui. On encoche. On vise, on tire ce levier et C'est fabuleux, il est 2 fois plus puissant qu'un arc normal. on peut fabriquer un arc 2 ou 3 fois plus puissant que celui qu'on bande à la main. Il suffit d'avoir la force de pousser ça vers l'avant. Ça double la portée et ça permet de tenir l'ennemi à distance. Oui. Fantastique. Et il ne faut pas être très bon archer pour s'en servir. C'est extraordinaire. C'était probablement la première arme de guerre mécanique, un grand progrès. Je peux essayer? Oui. Bon, je tire ce truc, je le pousse en avant. Poussez le coulisseau vers l'avant, soulevez ça et poussez le coulisseau. Jusqu'à la corde? Bien. Après, Passez les pièces de cuivre par-dessus, devant, puis je verrouille dessous, et maintenant je le bande? passez ça sous les bras et soulevez. Ah, je vois. Comme ça? Oui. Puis contre le sol ou le rempart du château s'il y en a un. Poussez, Ça devrait aller, c'est lourd. posez-le. Quelle flèche? Celle-ci? Bien, nous avons une cible, une pastèque. Je pense que mes chances de l'atteindre sont proches de 0. Je la vise directement? Oui, mais légèrement à gauche. Légèrement à gauche, à peu près là. Encore une fois. Une autre. Hey, j'ai réussi! Bravo, bon tir. Lorsqu'on tire une flèche, c'est l'énergie emmagasinée dans l'arc bandé qui la propulse dans les airs. Les Grecs firent un énorme pas en avant en inventant un nouveau type d'arme, l'arme à torsion. Regardez ce cadre. Il y a une corde torsadée au milieu avec un bout de bois dedans. Si je le tourne et que je relâche, il revient en place brusquement à cause de l'énergie de la torsion de la corde. Regardez cet énorme engin, c'est une baliste, inventée par les Grecs et modifiée par les Romains. Vous voyez ces cordes tordues, elles montent et descendent et remontent et redescendent. Puis elles sont torsadées et ce bras vient exercer une pression contre la torsion. On fait exactement pareil avec ce bras-là lorsqu'on le ramène en arrière, on va contre la torsion. Simon et Tim, vous voulez bien l'enrouler ? Vous voyez qu'il faut 2 personnes pour actionner le treuil qui enroule les cordes. Il y a une énergie monumentale dans ces cordes tordues. Là-bas, toute la flotte romaine attaque Syracuse. Nous allons la bombarder avec... Avec quoi, la bombarde? On tire des oignons. Des oignons, ça devrait leur faire peur. Et aux vampires aussi. Ah non, c'est l'ail. Prêt? 3, 2, 1, feu! Bonne trajectoire. Juste au-dessus. Descendez un peu ou allez-y moins fort. Ah, d'accord. Il faut dérouler pour pouvoir pousser le coulisseau et armer le mécanisme.
On verrouille ça pour que l'anneau ne glisse pas. On voit que la corde a été encore tordue, ça prend une énergie énorme. Et les roues à dents l'empêchent de se dérouler. Ça ne bougera pas. Vous allez tirer un peu moins loin cette fois-ci. Un cran de moins. On charge un oignon. 3, 2, 1, fire! Ah, un peu court, dommage. Entre les deux. Feu! 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 Encore un, d'accord? Le dernier, allez. Il est possible que vous n'ayez pas les bons oignons. Ils ont peut-être été sabotés par l'ennemi. Peut-être bien, oui. Et il y a un peu de vent, un léger désavantage. Vraiment désolé. C'est les oignons. Chargez, dernière chance. 3, 2, 1, fire! Alors là, je dois dire, je suis impressionné. Vous faisiez exprès de rater la cible pour maintenir la tension. Même si c'est une arme à torsion fantastique. Avec beaucoup d'oignons, on a réussi à couler la flotte romaine. Les Romains finirent par prendre Syracuse et le malheureux Archimède fut tué lors du sac de la ville. Ce fut une grande perte car son esprit fertile avait enfanté de nombreuses idées de génie. C'est mon super-héros, sans doute le plus grand mathématicien du monde antique. De leur côté, la victoire apporta aux Romains la clé d'une technologie qui avait fait des Grecs une force militaire d'une puissance sans pareille. Les Grecs étaient en guerre contre tout le monde, des Romains à l'ouest aux Perses à l'est. Il leur fallait des communications sûres, et ils inventèrent des systèmes ingénieux. Marty a reconstitué un des appareils qui leur servait à envoyer des messages, une idée étonnamment simple. C'est basé sur un concept grec. C'est une bouteille dans laquelle il y a de l'eau. On voit que ça coule un peu. Et il y a une bonde au fond dans le trou. Il y a aussi un flotteur, ce gros truc orange, avec un bâton fixé dessus. Sur le bâton, il y a des lettres et chacune correspond à un message. Un code. C'est ça. La première lettre veut dire envoyer des renforts. La deuxième retraite et la troisième, je ne sais pas, pause déjeuner peut-être. Pour envoyer un message, il suffit donc de retirer le bouchon, l'eau s'écoule, et quand elle arrive au message qu'on veut envoyer, disons celui-ci, on rebouche et il est transmis. Mais si je suis sur une colline à 3 km, je ne vois pas ta bouteille. C'est là que c'est malin. En fait, chacun de nous a deux bouteilles identiques. Tu te postes à 3 km d'ici. De mon côté, je n'ai plus qu'à te faire signe avec une torche par exemple. Et tu retires le bouchon exactement au même moment que moi. Simultanément. C'est ça. Je te fais signe de remettre le bouchon. Et comme les bouteilles sont identiques, on a le même message sur nos bâtons. J'ai transmis le message. C'est drôlement astucieux, mais il y a un léger problème. Les Grecs n'avaient pas de bouteilles en plastique. Eh bien, testons un modèle authentique. Marty m'en a fait une vraie, une ravissante amphore pleine d'eau avec un flotteur et un bouchon au fond. Je vais lui envoyer un message. Il est sur la tour là-bas, en retirant simplement la bonde et en laissant l'eau couler jusqu'à ce que j'ai atteint le message codé que nous voulons transmettre. Tout d'abord, je m'assure que Marty est en position. Marty, tu es prêt? Il a dit oui. Quand j'abaisserai le bras, j'enlèverai le bouchon. 3, 2, 1, je retire la bonde. Ça descend, alpha, bêta, gamma, delta. Je ne veux pas lui dire envoyer des renforts, ni c'est la pause déjeuner. Oh, je sais, j'ai soif. Je vais lui envoyer zeta. Prêt à arrêter. 1, 2, 3, stop. Le bouchon. Voilà. Zeta. Ça veut dire envoyer du vin. C'est bien lui. Communiquer par amphore était très efficace, mais assez limité puisqu'on ne pouvait mettre que 10 messages sur la liste et qu'ils devaient être convenus d'avance. Imaginez que l'ennemi lance une attaque surprise à dos de chameau. Je ne peux pas la signaler car chameau n'existe pas sur ma liste. Au IIe siècle avant Jésus-Christ,
L'historien Polybe conçut un système beaucoup plus souple, grâce auquel on pouvait transmettre les lettres de l'alphabet et par conséquent écrire n'importe quel mot. Cela fonctionnait ainsi. Toutes les lettres de l'alphabet grec sont inscrites sur 5 tablettes, d'alpha à oméga, et pour envoyer une lettre précise, ils utilisaient un système de drapeaux. Disons que je veuille transmettre la lettre bêta. Elle est sur la tablette numéro 1. Je prends donc un drapeau dans la main gauche. C'est la deuxième lettre en descendant. Je prends 2 drapeaux dans la main droite. Et je suis prêt à signaler au monde la lettre bêta. 1, 2, 3, bêta. Hermione, bêta. B-A-T-A. Bateau pour Athènes. Adam veut que j'étudie comment les anciens Grecs ont établi la démocratie dans leur cité. Le jour où je suis arrivée à Athènes, la ville bruissait d'excitation. C'était la semaine des élections et les passions étaient déchaînées. C'est ici qu'est née la démocratie, en 507 avant notre ère, lorsque les réformes donnèrent à l'homme du commun un rôle dans la direction de la cité. C'est un système qui a changé le cours de l'histoire, mais ce n'était pas la démocratie que nous connaissons. Ça ne se passait pas à huis clos comme aujourd'hui, mais en plein air. Ça avait lieu au centre de la cité, qui était le cœur de la vie publique. Les débats rassemblaient des foules énormes. Sur quelques 30 000 électeurs éligibles, 5 000 assistaient régulièrement aux assemblées populaires. Les jurys pouvaient aller de 200 à 6 000 personnes. Comment garantissait-il l'impartialité? Il y avait certainement de la corruption et des pots de vin comme aujourd'hui. Et avec des jurys si nombreux, ça devait être la pagaille. Pour tenter de remédier à cette éventuelle corruption, les Grecs, avec leur grande ingéniosité, inventèrent une machine, le clérothérion. En voici une version proposée par Marty. Il est bien possible que le grand Aristote lui-même ait écrit à son sujet. Le corps est en pierre avec de nombreuses fentes reposant sur un socle de pierre. Supposons que vous arriviez le matin et que vous vous proposiez comme juré. Vous prenez la plaque portant votre nom. Voici la mienne, c'est écrit Adam. Et vous la mettez dans la fente. Tous les membres d'un même groupe, c'est celui de Marty, mettaient leur plaque dans la même colonne. Car Athènes était divisée en 10 groupes. Voici celui d'Hermione. Et comme il était probable que les membres d'un groupe veuillent voter de la même manière, ils mettaient leur nom dans la même colonne. Le deuxième groupe mettait ses plaques dans la deuxième colonne, le troisième dans la troisième, et ainsi de suite. Ensuite, on sélectionnait les juges horizontalement, ce qui sectionnait les groupes. Ça se faisait avec des billes. J'ai une amphore qui contient des billes noires et des billes blanches. Je secoue pour qu'elles soient parfaitement mélangées, puis je les déverse dans cet entonnoir au-dessus de la stèle. Je ne sais toujours pas dans quel ordre elles vont sortir et mon amphore est vide. Je la pose, je m'assure qu'elles sont toutes à l'intérieur. Je ne vois rien, je ne sais pas dans quel ordre elles sont. La première qui sort par le bas décide si le rang du haut est appelé à servir comme jury. Je retire la cheville, c'est une bille blanche. Je vais faire partie du jury avec tous ces gens-là. C'est bien, parce que je vais être payé, c'est formidable. La deuxième est noire, c'est Marty. Il est rejeté. Il peut aller à la plage, mais il ne sera pas payé. La troisième bille est blanche, ce qui signifie que le troisième rang fait partie du jury, y compris Hermione. Ah, eh bien non, parce que les femmes n'ont aucun droit. Elles n'auraient jamais été jurées. Elles n'auraient même pas eu de plaque à son nom. Ainsi, bille après bille, les Grecs pouvaient choisir une multitude de jurés. Grâce à ce système transversal, les possibilités de corruption étaient grandement réduites. En grec, le mot « ville » se dit « polis ». C'est la racine du terme moderne « politique ». Chez les Grecs, ce concept était beaucoup plus vaste que le nôtre, et il n'est pas surprenant de découvrir que les plus grandes manifestations de la vie politique se déroulaient au théâtre. Les Grecs nous ont appris tout ce que nous savons sur l'art dramatique. Ils ont construit des lieux de spectacle extraordinaires. Les théâtres publics ont été créés par les Grecs. Ils étaient immenses. Celui-ci, à Épidore, accueillait 14 000 spectateurs.
Malgré sa taille, l'acoustique y est si sophistiquée que même de là où je suis, à près de 40 mètres de la scène, on entend chaque bruit, jusqu'au frottement d'une allumette. Non seulement on entendait tout, mais chaque place avait une vue dégagée sur la scène. D'ici au dernier rang, les acteurs semblent mesurer quelques centimètres à peine. Mais le public pouvait quand même comprendre l'action. Ils avaient des masques et des costumes pour que le public reconnaisse les personnages. Les masques de la comédie et de la tragédie étaient très différents. Ceux de la comédie étaient affreux et grotesques. Ils servaient aux satires politiques, comme nos guignols de l'info. Et les décors? Bien sûr, c'est une invention des anciens Grecs. Ils avaient ainsi la mécane, une sorte de grue utilisée pour l'entrée des dieux. On voit encore aujourd'hui dans ce théâtre d'Athènes le même genre de dispositif dont se servaient les anciens. Ils ont aussi inventé la scène tournante. Les Grecs nous ont donné le théâtre, l'acoustique, les costumes, les décors et les effets spéciaux. Mais ce n'est pas tout. Ils furent parmi les premiers à permettre aux acteurs, toujours des hommes, de jouer des rôles profanes. Et dès lors qu'un premier personnage était créé, en introduire un deuxième puis un troisième rendait l'histoire bien plus dramatique. 3 acteurs ouvraient un nombre infini de possibilités. Le garçon rencontre la fille, le garçon perd la fille, le garçon se venge. Que demander de plus ? Le concept de la tragédie grecque a donné naissance aux fictions que nous voyons aujourd'hui à la télé. Mais ces effets dramatiques ne reposaient pas uniquement sur les acteurs. Ils ont même inventé les premières machines autopropulsées ou robots. Voici une reconstitution de l'un de leurs théâtres miniatures qui marchait tout seul. En fait, tous étaient mus par des poids mobiles dissimulés et furent créés par Héron d'Alexandrie. J'ai défié Marty de m'en fabriquer un. Voici comment ça marche. Ce gros poids qui fait 30 kg est la force motrice. Dans cette partie, il y a plein de grains, de la nourriture pour volailles. Il y a des poulets ici? Non, juste de la nourriture. Ce qui se passe, c'est que quand je retire ce morceau de bois, un trou s'ouvre dans le fond et le grain s'écoule. Le poids s'abaisse lentement et en descendant, il tire sur ces ficelles, ici. Et elles sont attachées en bas sur ces essieux. Naturellement, en se déroulant, ça fait avancer le tout. Ça ne marchera pas, vas-y. Un peu de patience. En tout cas, ça ne bouge pas. Tiens, voilà. Ça marche. Ça fonctionne bien. Ça va coup-ci coup-ça, assez lentement. Et bien sûr, la quantité de grains détermine la distance parcourue. Ça va faire... Il n'y en a presque plus. Ça va s'arrêter là, d'après moi. Et à part la ligne droite, tu dis que c'est programmable? Oui. Tu peux lui faire faire un slalom? On peut essayer. Remonte-le, je te lance un défi. D'après certains spécialistes, Héron espérait faire de son robot une tour de siège pour attaquer les cités ennemies. En fait, le projet ne dépassa jamais le stade de la maquette. Alors que va faire cette machine? Elle va tourner autour de ce pilier que je vais placer là. Attends un peu, pilier ne fait point slalom, comment va-t-elle tourner autour? En fait, elle va virer à 45 degrés par là, puis continuer en ligne droite. Par là. Par là. Tu crois? J'en suis sûr. Je vais corser les choses en mettant un là et un là. Je voudrais qu'elle s'arrête entre les deux. On va essayer. Je te montre la petite astuce. Au lieu de nous contenter d'enrouler la ficelle autour des essieux, on la fait zigzaguer entre ses chevilles. En commençant de ce côté-là, le mouvement va ôter la ficelle des chevilles, ce qui donnera du jeu. Ça va stopper. Exactement. Cette roue va cesser de tourner, mais pas celle-ci, et la machine pivotera. Je vois, elle va tourner. C'est pour ça qu'il y a des roues motrices séparées. Ensuite, celle-ci se bloquera et ça repartira tout droit. Il suffit de donner un peu de mou. C'est exactement ça. Je n'y crois toujours pas. On essaye? Oui. C'est parti. Ça ne bouge pas. Ça prend un peu de temps à démarrer. La corde saute, c'est vrai. Ça y est. Tu vois, elle sort. Tourne, tourne. Ça va venir. Presque. Ah, raté, tu as raté ta première base. Ça va venir.
Elle va rentrer dedans. Au moins, elle tourne autour. Je t'avais bien dit que ça ne marcherait pas. En tout cas, elle a tourné. Elle a fait un bon virage et elle en mérite un autre. Héron était un inventeur prolifique qui travailla sur les orgues, les pompes, les instruments d'arpentage. Il est aussi le père du premier moteur à vapeur. Un réchaud dessous, une chaudière par-dessus. Nous allons faire de la vapeur qui remontera dans ce tube jusqu'à ce baril, puis sortira en jet par ces tuyaux, ce qui fera tourner le baril. Voyons si ça marche. Un peu plus fort. Je me mets à l'abri, j'ai l'impression que ça va cracher pas mal de vapeur. Regardez-moi ça, fabuleux, ça tourne à toute vitesse. C'est un simple jouet, mais on a calculé que si on en construisait un de taille à effectuer le travail d'un homme, il faudrait 4 personnes pour l'alimenter en charbon. C'était tout de même la toute première machine à convertir la vapeur en énergie utile. Le clergé adorait ces jouets et trouvait à les employer utilement dans les temples car ils impressionnaient beaucoup les fidèles et donnaient du poids aux affirmations des prêtres qui prétendaient être les intermédiaires des dieux. Les gadgets de Héron étaient étonnants, mais l'un d'eux a ma préférence. Nous n'y faisons même plus attention, mais il nous facilite grandement la vie. Regardez ces portes de temple. Elles sont conçues pour s'ouvrir par magie, toutes seules. L'invention de Héron, ce sont les premières portes automatiques. Marty a tenté de comprendre comment elles fonctionnaient. C'est le maître-autel. C'est le maître-autel. Et l'élément clé, c'est ce toit qui n'est pas que décoratif. C'est une chambre de métal creuse pleine d'air. On a allumé un feu dessous avec une bonne petite flamme. Au fur et à mesure que l'air se réchauffe, il se dilate et il est poussé dans un conduit astucieusement dissimulé dans une de ces colonnes. Il descend par là et il arrive dans ce vase fermé. Ah oui, il est scellé en haut. En effet, l'air ne peut pas s'échapper et en poussant l'eau, il la propulse dans ce tuyau. Il faut évacuer toute cette eau pour que les portes s'ouvrent, de là à là. Elle passe dans ce tuyau par ici, elle remonte et elle finit par arriver là. Ça n'a pas encore commencé, mais à la fin, elle s'écoulera par là dans ce vase. Ensuite, au fur et à mesure du remplissage, le poids de l'eau augmentera et fera remonter ce contrepoids. Ça actionnera les poulies et les portes devraient s'ouvrir comme par magie. Je peux essayer? Oui, mais à peine. Il n'y a pas de triche ici. Oui, les portes s'ouvrent, c'est fantastique. Une fois le deuxième vase rempli, son poids devrait le faire descendre. L'autre devrait remonter et les portes s'ouvrir grâce au système de poulies. Est-ce que ça va marcher? Il n'y a plus qu'à attendre que ça se chauffe. Allons voir l'eau. Ça commence. Ça vient. Presque, les portes doivent être prêtes à s'ouvrir maintenant. Oui, ça y est. Pas mal. C'est du velours. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, de vraies portes de temple s'ouvrirent automatiquement. Je suis ravi que Héron ait été sponsorisé par les prêtres, car ils étaient cousus d'or. Sans cela, nous n'aurions peut-être jamais connu ces inventions fabuleuses. Mais les gadgets de théâtre high-tech n'étaient pas le seul élément cérémoniel. La religion fourmillait d'innombrables rituels. On étudiait les entrailles d'animaux sacrifiés. On observait le motif des feuilles tombées des chênes. Et à Delphes, l'un des plus grands temples grecs, on communiquait avec les dieux d'une façon toute particulière. Les Grecs avaient consacré leur temple le plus célèbre, celui de Delphes, au dieu Apollon. C'était la demeure de l'oracle, une prêtresse qu'on appelait la Pythie. Lorsqu'elle parlait, on croyait qu'elle prononçait les paroles d'Apollon lui-même. Des milliers de gens y venaient en pèlerinage chaque année, de toutes classes sociales, des rois jusqu'aux paysans, aux politiciens, aux soldats, aux philosophes. Les traités de paix entre États belligérants comportaient souvent une clause donnant accès gratuit à l'oracle. Selon ses avis, les militaires décidaient ou non de partir en guerre.
Mais des centaines d'hommes et de femmes du commun choisissaient aussi qui épouser ou quand avoir des enfants. Après avoir procédé à des rituels et des sacrifices, la Piti entrait dans le sanctuaire intérieur. Là, elle s'installait sur un trépied et se mettait à parler dans un langage mystérieux et incompréhensible que seuls les prêtres pouvaient interpréter. Ceci conduisit à des malentendus catastrophiques, dont le plus célèbre fut celui de Crésus, roi de Lydie. « Si vous attaquez les Perses, lui dit-on, vous détruirez un grand empire. » Et c'est ce qu'il fit, mais c'était le sien. L'oracle n'était-il qu'une mystification? La Piti n'était-elle qu'une actrice de mèche avec les prêtres? Car un prix était exigé pour la consultation. Je n'en suis pas sûre. Un prêtre du temple a écrit qu'avant d'entrer en transe, la Piti buvait l'eau de la source et inhalait les vapeurs des profondeurs de la terre. La Grèce est l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Elle subit de nombreux tremblements de terre. Et Delphes est située sur deux failles qui s'entrecroisent. Les scientifiques ont découvert dernièrement que l'une de ces failles passe directement sous le temple d'Apollon et traverse le sanctuaire intérieur où l'on pense que se tenait la Piti. Ces failles produisent parfois des gaz toxiques. Il n'en fallait pas plus pour que la prêtresse entrevoie le futur. De récentes études de la source où l'oracle allait boire ont montré qu'elle contient différents gaz. Et curieusement, l'un d'eux est de l'éthylène. À forte dose, l'éthylène provoque l'euphorie et même le délire. À mon avis, il y a de fortes chances pour que l'oracle n'ait jamais prononcé les paroles d'Apollon. Elle était inspirée par autre chose. Quel que soit le moyen par lequel la Piti entrait en transe, il est incontestable que les dieux étaient extrêmement importants pour les anciens Grecs, tout comme leur demeure, les cieux. Ils nommèrent les planètes d'après leurs dieux. Arès, que nous appelons aussi Mars, dieu de la guerre. Aphrodite, notre Vénus, déesse de l'amour. Et Hermès, messager des dieux. Il y a plus de 2500 ans, les scientifiques grecs commencèrent à développer des concepts astronomiques importants. Pythagore soutenait que la Terre était ronde, et il s'aperçut que l'étoile du matin et celle du soir étaient la même planète, Vénus. Vers 260 avant Jésus-Christ, Aristarque comprit que les 5 planètes connues à l'époque tournaient autour du Soleil et non autour de la Terre. Quelques années plus tard, Ératosthène mesura la circonférence de la Terre et obtint l'équivalent de 40 000 km, en plein dans le mille. Les anciens Grecs avaient de bonnes raisons de vouloir comprendre le mouvement du Soleil et des étoiles. Leur existence dépendait du calendrier, de la meilleure saison pour planter, pour tailler, pour récolter. Cela signifiait parfois la vie ou la mort. Mais ils étaient également fascinés par les étranges errances des planètes. D'ailleurs, un de leurs éclairs de génie concerne la prévision du déplacement des astres. De toutes les inventions grecques, il y en a une qui a laissé les scientifiques perplexes depuis sa découverte, il y a 100 ans, par un groupe de pêcheurs d'éponges. Détournés de leur route par une tempête, ils tombèrent sur une épave inconnue près de l'île d'Anticythère. Au cours de 9 mois de plongée et de recherche, on découvrit de minuscules fragments de bronze et des roues d'engrenage compliquées. Étonnamment, c'était comme si on avait exhumé un ordinateur de l'Antiquité. Cela fit beaucoup de bruit. À quoi servait exactement cette machine d'Anticythère? Un homme pense avoir la réponse. Michael Wright travaille sur les mécanismes antiques depuis 20 ans. Il en sait probablement plus sur eux que toute autre personne au monde. Michael, que faites-vous? Je viens juste de finir une petite roue à 96 dents. 96 dents. Incroyable. C'est superbe. C'est votre version du mécanisme d'Anticythère. C'est ma reconstitution. Pour le moment, il y a juste la moitié avant du mécanisme. Les pièces que je fais sont pour la partie arrière. C'est incroyablement compliqué. Oui. Vous pouvez m'expliquer? À mon avis, la machine d'Anticythère était un planétarium qui montrait la position du Soleil, de la Lune et des 5 planètes connues du zodiaque.
Regardez dans la boîte. Une révolution de ce disque correspond à 1 an. Et les 3 petits épicycles dessus sont pour le Soleil, Mercure et Vénus. On peut les faire tourner comme ça. C'est fascinant. Ces leviers sont actionnés par le mouvement de l'épicycle et le transmettent à des aiguilles que nous allons fixer au cadran en haut. Pour le moment, je fais marche arrière avant de l'assembler. C'est déjà ridiculement compliqué. C'est très compliqué, mais ça reproduit fidèlement les pièces originales. Le reste est de moi. Je me dis qu'un type qui s'est donné tant de mal pour montrer les mouvements du Soleil, de la Lune, de Mercure et de Vénus, aurait voulu voir les autres planètes. Le mécanisme d'Anticythère est unique. On n'a jamais découvert d'autres machines d'une telle complexité datant de l'Antiquité. À présent que toutes les pièces ont été soigneusement mises en place, c'est l'heure de vérité. Depuis une tour du château, Michael va comparer la position de sa machine avec celle de Vénus dans le ciel du matin. Est-elle exacte? Quelle vue! Ça va? Ça faisait juste 543 marches. Michael, nous voyons le Soleil. Quel beau mécanisme. D'après vous, l'angle est de combien? Il suffit de procéder aux ajustements pour la date d'aujourd'hui. Cette flèche indique la date, elle est bien placée. Le Soleil est derrière, Vénus est ici, et l'angle entre les deux est de 42 degrés. Vous l'affirmez? Je l'affirme. Voyons voir. Cet instrument est un dioptre. Littéralement, regardez dedans. Il y a 2 tubes de visée, on en braque un sur le Soleil. Je vais créer un rond de lumière. Un poil plus bas vers moi, voilà. C'est le Soleil. Maintenant, nous devons faire relativement vite car il se déplace sans cesse. Nous voulons trouver Vénus à environ 42 degrés. Vous l'affirmez? Je l'affirme. Et voilà l'angle. Ah, c'est l'angle entre les tubes. C'est ça. Très simple, pigé. Il faut incliner ça pour avoir la bonne élévation. Et je cherche Vénus. La voilà. D'accord, quel est l'angle? 43 degrés. Stupéfiant, très proche. Et l'original de cette machine a été construit en 80 avant notre ère. C'est la date du naufrage? Oui, c'était avant ça. Un peu. Stupéfiant, stupéfiant. C'était à l'évidence de grands génies manuels autant qu'intellectuels. Cet objet nous prouve qu'ils s'intéressaient aux gadgets. Ils aimaient s'en entourer et ils savaient très bien les fabriquer quand ils le voulaient. Fantastique. Les Grecs étaient un peuple extraordinaire. Leur héritage est inappréciable. Ils nous ont donné le théâtre, la démocratie, notre idée de l'éthique, ils nous ont donné la musique, les mathématiques et surtout, ils ont construit un véritable ordinateur pour reproduire le plus grand de tous les mystères, la marche des cieux.